Algevi était une jeune fille de 10 ans vivant une vie tranquille avec son frère et ses parents. Un beau jour, elle va recevoir un mystérieux coup de téléphone d'un homme lui proposant de faire une surprise à sa maman. Enchantée, elle a alors accepté, mais malheureusement après ça, la petite fille ne sera plus jamais revue vivante. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Amy Mihaljevi, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui est quand même très triste, très perturbante aussi, celle d'une petite fille qui a disparu dans les années 90. Cette histoire s'étale vraiment dans le temps parce qu'en 2020, il y a encore eu des nouvelles choses qui sont sorties par rapport à tout ça. Donc vraiment, c'est une affaire qui a perturbé la population pendant des années et des années. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans la vidéo. Amy Ronnie Mihaljevic est née le 11 décembre 1978 aux États-Unis dans la ville de Little Rock dans l'état de l'Arkansas. Elle a grandi avec ses parents Margaret et Mark ainsi que son frère aîné Jason. Lorsqu'Amy était encore très jeune, toute sa famille a pris la décision de déménager dans l'état de l'Ohio et s'est installée dans la ville de Bay Village. En 1989, Amy avait alors 10 ans et elle était décrite comme une enfant indépendante, courageuse et extravertie. Elle était aussi très amicale et voulait toujours parler à tout le monde. En fait, elle était aussi assez innocente parce qu'elle avait comme pas l'impression de se rendre compte du danger qu'il pouvait y avoir autour d'elle et elle parlait à tout le monde, même aux inconnus, elle avait vraiment pas peur. Amy aimait aussi énormément la nature et les animaux. Elle avait d'ailleurs une grande passion pour les chevaux et en plus de tout ça, elle était très intelligente. Elle suivait même un programme de surdoués dans son école qui était le collège de Bay Village. Il faut savoir que Amy et son frère Jason allaient tous les deux dans la même école et leurs parents travaillaient tard, donc tous les jours. Les deux rentraient ensemble à vélo et ils attendaient tout seuls à la maison que leurs parents rentrent chez eux. Alors oui, c'est vrai qu'ils étaient jeunes, mais les parents ne s'inquiétaient pas vraiment du fait qu'ils rentrent seuls parce qu'en fait, ils habitaient dans une toute petite ville où tout le monde se connaissait et qui était d'ailleurs réputée pour être un endroit assez sûr. D'ailleurs, même après l'école, eh bien, leurs parents les laissaient aller jouer dehors dans la rue à condition qu'ils rentrent au moment où les lampadaires s'allumaient. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc ils ne savaient pas vraiment l'heure qu'il était. Donc voilà, c'était un truc un petit peu pour tous les enfants de la rue. Au moment où il y avait de la lumière, au moment où les lampadaires s'allumaient, ça veut dire qu'il était temps de rentrer et de manger avec sa famille. Donc voilà, tout se passait bien, les enfants allaient dehors, jouer avec leurs amis, c'était une toute petite ville. Tout le monde se croyait en fait parfaitement en sécurité. Bon, mis à part ça, il faut savoir qu'Amy avait une meilleure amie qui s'appelait Kristen et les deux passaient clairement tout leur temps ensemble. D'ailleurs, pour l'anecdote, pendant les vacances d'été 1989, donc l'été de leurs 10 ans, toutes les deux avaient décidé de créer le club des babysitters. Elles avaient alors décidé de proposer leur service en tant que babysitter et donc ils avaient créé des petits dépliants qu'ils avaient donnés à tous les gens dans leur ville, dans leur quartier pour dire bah écoutez, si jamais il y a notre numéro ici, si vous voulez faire garder des enfants, on est là. Bon, clairement, c'était vraiment quelque chose pour jouer parce qu'elles étaient malgré tout beaucoup trop jeunes, elles avaient 10 ans pour garder des enfants, mais malgré tout, eh bien, ça les amusait et c'est vrai que les parents disaient « Oh, bah, on va vous appeler, etc. » Voilà. Après, comme je vous ai dit, ils donnaient quand même leur numéro de téléphone, leur nom et prénom à des inconnus. Mais encore une fois, eh bien, la ville paraissait tellement sécuritaire qu'elles n'avaient pas peur et leurs parents n'avaient pas peur non plus. Bon, l'été est passé et puis en septembre, eh bien, les cours ont repris et la routine aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jason, le frère d'Amy, était rentré en plus grande section et donc ça voulait dire qu'il terminait 1 heure après Amy. Donc, Amy rentrait chez elle toute seule à vélo à 14h05 et Jason, lui, la rejoignait ensuite à la maison à 15h05, ce qui faisait qu'Amy était toute seule pendant 1 heure. Les deux avaient l'opportunité de prendre le bus pour rentrer, mais autant Amy que Jason adoraient faire du vélo, surtout que le trajet était court, donc évidemment les parents leur laissaient revenir tout seuls à vélo. Bon, à présent plongeons-nous dans la journée du vendredi 27 octobre 1989. Cette journée va commencer comme toutes les autres.
Amy a donc été à l'école, par contre, à un moment donné, un policier va pénétrer dans la classe. Il avait en fait été envoyé pour faire une petite animation avec les enfants pour leur parler du danger de parler aux étrangers. D'ailleurs, ce qui va être assez dingue dans cette histoire, c'est que justement, ce jour-là sera le jour où Amy va disparaître, ce qui va tout de même être une énorme coïncidence. Comme d'habitude, à 14h05, les cours se sont terminés. Et donc, à ce moment-là, Amy devait rentrer seule jusqu'à sa maison. Par contre, ce jour-là, elle avait dit à sa mère qu'elle resterait plus tard à l'école pour auditionner pour la chorale. Mais voilà, je vous le dis d'ores et déjà, c'était totalement un mensonge parce qu'on va apprendre qu'il n'y avait pas de chorale dans leur école. En fait, pour vous dire, plus tôt dans la semaine, Amy avait dit à ses amis qu'elle avait reçu un appel sur le téléphone de sa famille alors qu'elle était seule à la maison. Elle expliquera que c'était la voix d'un homme au téléphone et qu'il lui avait dit qu'il travaillait avec sa mère et qu'elle venait d'avoir une grosse promotion. L'homme lui avait alors dit qu'il avait eu l'idée d'offrir un cadeau à sa mère pour la récompenser et qu'il avait besoin de son aide pour le choisir. Par contre, il lui dira bien que c'était une surprise et qu'elle ne devait donc rien dire à sa maman. L'homme avait alors donné rendez-vous à Amy le vendredi 27 octobre après l'école au centre commercial Village Square qui se situait donc dans sa ville à Bay Village. Donc voilà, le vendredi après l'école, Amy a laissé son vélo sur le parking devant l'école et est allée à pied au centre commercial qui était très proche de son école. D'ailleurs, elle n'était pas toute seule à ce moment-là vu qu'elle était accompagnée de plusieurs de ses amis. Ils ont alors tous été s'acheter une glace à la glacerie Baskin Robbins. C'était vendredi après-midi et je pense que c'était une petite habitude pour eux d'aller tous ensemble manger une glace, c'était juste à côté et ça ne dérangeait pas les parents. Mais voilà, Amy pensait en fait qu'après ça, elle pourrait aller rencontrer l'homme pour l'aider à choisir le cadeau pour sa mère. D'ailleurs, elle espérait que ça aille vite pour qu'elle puisse rentrer à la maison avant 15h05, avant que son frère termine ses cours. D'ailleurs, je le précise, la maison n'était pas très loin du centre commercial, donc à vélo, il pouvait vite y arriver. Par contre, je fais une parenthèse pour vous dire que c'est quand même dingue parce que Margaret, la mère d'Amy, a toujours expliqué à ses enfants les dangers de parler à des inconnus et les a avertis de plein d'autres choses pour assurer leur sécurité. Mais malgré ça, eh bien, cet homme au téléphone avait réussi à trouver les bons mots, il avait mis Amy en confiance, elle croyait réellement faire un cadeau pour sa maman et donc elle avait accepté. Moi, je trouve que ça fait vraiment très peur parce qu'on a beau essayer de sensibiliser son enfant, si la personne qui veut s'en prendre à lui, à elle, est plus intelligent que nous et plus manipulateur que nous, eh bien, il peut malgré tout arriver à ses fins. Et voilà, moi personnellement, je trouve que ça fait vraiment peur. Mais revenons-en aux événements. Amy était donc avec ses amis au centre commercial et à un moment donné, eh bien, ils sont tous repartis et elle a alors été se mettre à côté d'un lampadaire pour attendre l'arrivée de l'homme. On sait alors que vers 14h30, elle a été approchée par un homme qui était justement au téléphone. Des témoins ont d'ailleurs vu la scène, ils ont expliqué que l'homme s'était approché de la petite fille, qu'il avait fermé son téléphone, qu'ils avaient discuté ensemble quelques minutes et qu'ensuite Amy l'avait suivi, qu'elle était montée dans sa voiture et qu'ensemble ils étaient partis. Et ça, eh bien, ce sera la dernière fois qu'on verra Amy en vie. Par la suite, à 15h10, Jason, son grand frère, est rentré à la maison et il a remarqué que sa sœur n'était pas là. Il a alors appelé sa mère pour la prévenir, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle l'avait prévenu qu'elle resterait tard à l'école pour faire des auditions pour la chorale. Par contre, 2 heures plus tard, Margaret, donc leur mère, est rentrée du travail et elle a alors découvert que sa fille n'était toujours pas rentrée à la maison. À présent, il était quand même assez tard, l'école devait sans doute être fermée et donc là, elle a immédiatement paniqué. Elle a alors appelé chez les amis d'Amy, mais aussi chez les voisins pour savoir si sa fille ne s'y trouvait pas, mais malheureusement, eh bien, ce n'était pas le cas. Elle a alors pris sa voiture et elle a conduit dans toute la ville en essayant de la retrouver. Elle s'est même rendue à l'école pour vérifier si Amy ne s'y trouvait toujours pas, mais non, elle n'était nulle part. Par contre, elle va retrouver son vélo qui était déposé sur le parking à proximité de son école. À ce moment-là, Margaret a su que les choses étaient graves et donc elle a décidé de se rendre au commissariat de police. Les autorités ont immédiatement réagi et en moins d'1 heure, au moins 150 agents recherchaient Amy dans toute la ville. La nouvelle de sa disparition a aussi été rapidement répandue et tout le monde s'est mobilisé dans la ville pour aider dans les recherches. Rapidement aussi, eh bien, les amis d'Amy ont entendu parler de ce qui se passait, que Amy avait disparu
Et c'est là que certains ont parlé à leurs parents qu'Amy leur avait justement parlé d'un homme qui l'avait appelé et qu'elle devait retrouver au centre commercial. Là, évidemment, les parents ont prévenu la police et les parents d'Amy le plus rapidement possible. Donc là, les enquêteurs, en sachant ça, ils ont eu une première théorie. Ils se sont dit que peut-être cet homme avait potentiellement eu le numéro de téléphone de la maison d'Amy grâce au dépliant qu'elle et sa meilleure amie avaient justement donné un petit peu partout pendant l'été. Mais bon, ça c'était qu'une première théorie, et même si les enquêteurs savaient à présent cette histoire du coup de téléphone et du fait de faire un soi-disant cadeau à sa maman, ils ne savaient toujours pas qui était ce mystérieux homme qui avait contacté Amy, ni où est-ce qu'il avait bien pu l'emmener. La police a alors lancé un grand appel à témoignages et plusieurs témoins du centre commercial se sont alors manifestés. Deux d'entre eux diront avoir vu l'homme approcher Amy et ils ont été capables de donner une description. Par contre, et c'est ça qui va être un petit peu compliqué, les deux témoins ont aperçu l'homme, ils l'ont pas vraiment très bien regardé, et donc même si leurs descriptions se rejoignent sur certains points, elles sont quand même un petit peu différentes. Mais bon, les deux diront tout de même qu'ils étaient sûrs qu'il s'agissait d'un homme blanc, qui mesurait entre 1m75 et 1m80, et un des témoins dira qu'il avait entre 25 et 35 ans, et un autre dira qu'il avait entre 35 et 45 ans. Les deux témoins ont également dit qu'il avait les cheveux foncés, ou même qu'il était en partie chauve. Par contre, un témoin dira qu'il avait des lunettes, tandis que l'autre dira qu'il n'en avait pas. Suite à ça, les policiers ont réalisé deux croquis différents. C'est aussi à partir de là que le FBI va décider de se mêler de cette affaire et une unité d'analystes du comportement va établir une description mentale de l'homme recherché. Ils diront alors que cet homme était probablement un homme marginalisé, qu'il vivait sans doute seul et qu'il avait sans doute tendance à beaucoup se déplacer. D'ailleurs, selon eux, cet homme pouvait exercer un petit travail qui ne demandait pas de grandes compétences ou de grandes études, et que sans doute il changeait assez souvent d'emploi. Les autorités lanceront alors un communiqué disant qu'ils recherchaient un homme qui avait potentiellement changé de personnalité assez subitement ou qui avait vraiment eu un gros changement dans sa vie ou dans son emploi du temps. Et ils diront aussi que leur suspect aurait pu avoir subitement une grosse consommation, même excessive d'alcool ou de drogue, ou alors une découverte soudaine d'une religion, quelqu'un qui avait eu des absences au travail ou même quelqu'un qui avait eu un départ soudain en vacances. Clairement, il demandait à toute personne qui avait peut-être dans son entourage quelqu'un qui avait eu ce genre de changement de contacter immédiatement la police. Mais bon, malheureusement, le temps va passer sans qu'Amy ne refasse surface et sans que les enquêteurs ne puissent trouver le moindre indice faisant avancer l'enquête. La police a pourtant interrogé des centaines de personnes, a identifié de nombreux suspects, mais malgré tout, tous ont fini par être relâchés. À ce moment-là, les parents d'Amy ont commencé à perdre espoir et à penser qu'ils ne reverraient plus jamais leur fille. Et d'ailleurs, malheureusement, le 8 février 1990, donc 4 mois après la disparition d'Amy, leur monde va à nouveau s'écrouler. Le corps d'Amy a en fait été retrouvé dans un champ par un jogger dans la ville de Ruggles dans l'Ohio, après d'1 heure en voiture de là où Amy avait disparu. Suite à la découverte du corps, une autopsie va être réalisée et le légiste notera qu'elle avait probablement été tuée quelques heures après son enlèvement et que la cause de son décès était due à de multiples coups de couteau et à un traumatisme contondant à la tête. De plus, du sang a été retrouvé sur ses sous-vêtements, ce qui laisse fortement penser qu'elle a été agressée sexuellement. Malheureusement, on ne peut pas en être sûr à 100% parce que le corps était quand même dans un assez gros état de décomposition. Mais voilà, c'est plus qu'une certitude. Mais voilà, les enquêteurs le pensent réellement. Sinon, les policiers qui étaient restés sur place, sur le lieu où le corps avait été retrouvé, se sont vite rendus compte que plusieurs choses manquaient. Ils ont déterminé que ces quelques petites choses semblaient avoir été emportées par l'assassin comme si c'était pour lui un trophée. D'ailleurs, parmi ces choses manquantes, il y avait les bottes d'Amy, ses boucles d'oreilles, son sac à dos en jean et son cahier d'école. Bon, mis à part ça, dans le champ, à plus ou moins 100 mètres de là où le corps d'Amy a été retrouvé, les enquêteurs vont retrouver un rideau et une couverture verte qui semblaient très sales et assez vieilles. Les deux ont alors été analysés au laboratoire de la police
et dessus, eh bien, les enquêteurs y retrouveront de l'ADN appartenant à Amy ainsi que des poils de chien qui correspondaient aux chiens qu'Amy avait chez elle. Donc là, c'était quand même une grosse découverte parce que ça voulait dire que ces rideaux et cette couverture appartenaient à l'assassin et que sans doute, vu tout l'ADN qu'on avait retrouvé dessus, eh bien ça avait servi à enrouler le corps de Amy dedans pour le transporter plus facilement, j'imagine. Bon, mis à part ça, eh bien les enquêteurs avaient aussi retrouvé à proximité du corps d'Amy du ruban adhésif et dessus, eh bien ils y ont retrouvé 3 cheveux collés. Cheveux qui d'ailleurs n'appartenaient ni à Amy ni à aucun membre de sa famille. Donc c'était potentiellement les cheveux de son assassin. Malheureusement, eh bien, il n'y avait pas de bulbe sur les cheveux retrouvés et donc sans le bulbe du cheveu, il était à l'époque impossible d'en ressortir de l'ADN. Donc malheureusement, eh bien, ces cheveux n'ont servi à rien dans l'enquête. Sinon, le corps d'Amy va lui aussi être vu par la police scientifique et on retrouvera sur son corps des fibres dorées et beige qui venaient sans aucun doute d'un tissu. Les enquêteurs vont alors essayer de comprendre d'où ça pouvait venir et là, ils vont se rendre compte que les fibres correspondaient à un tapis de voiture bien particulier qui était d'ailleurs commercialisé par la société General Motors. Ça voulait donc dire que la voiture du suspect était une voiture dont le constructeur était General Motors. C'était donc déjà une bonne avancée et gardez ça en tête parce que vous allez voir, ça va vraiment servir aux enquêteurs pour la suite. Mais malheureusement, eh bien, à ce moment-là, la police ne va pas trouver plus de preuves et l'affaire va alors tout doucement devenir un cold case. Mais en 2006, 17 ans après la disparition d'Amy, l'affaire va reprendre. C'est là que la police a décidé de faire une conférence pour tout le monde et de révéler certains détails de l'enquête qui juste là étaient restés assez secrets. En fait, ils vont expliquer qu'au moment des faits, après enquête, ils s'étaient rendu compte que d'autres jeunes filles du même âge qu'Amy avaient également reçu des appels téléphoniques étranges d'un homme non identifié. Ces filles avaient témoigné à l'époque que justement l'homme au téléphone leur avait dit qu'il connaissait leur mère et qu'en fait elle venait d'avoir une promotion ou quelque chose comme ça. Et là encore, eh bien, il les invitait à le rencontrer au centre commercial pour choisir ensemble un cadeau pour leur maman. Donc clairement, il s'agissait du même homme qui a assassiné Amy. À l'époque, alors, les enquêteurs avaient essayé de trouver un point commun entre Amy et toutes ces filles. Et ils avaient réussi parce qu'ils s'étaient rendus compte que toutes s'étaient rendues au Lake Erie Nature and Science Center, qui est un endroit fait pour les enfants et qui a pour but de leur faire découvrir la nature. En tout cas, là-bas, eh bien, les enfants devaient donner leur nom et leur numéro de téléphone fixe de leur maison. Et ces informations étaient ensuite écrites dans le registre du centre. Donc, selon les enquêteurs, il y avait une très forte chance que le suspect travaillait dans ce centre et ait donc eu accès au registre qui lui a ensuite permis d'appeler toutes ces jeunes filles. À la base, les enquêteurs pensaient qu'avec ces informations, ils arriveraient à retrouver leur suspect. C'est pour ça qu'ils avaient gardé tout ça secret, mais des années plus tard, eh bien, ils n'avaient toujours aucune piste et donc ils ont décidé de le dire à tout le monde dans le but que peut-être quelqu'un se rappelle de quelque chose et viennent témoigner. Mais bon, malheureusement, eh bien là encore, il ne va rien se passer, personne ne va venir témoigner. Et la suite se passe encore des années plus tard. Au mois de mars 2014, le FBI a alors annoncé une récompense de 25 000 $ pour toute information susceptible de mener au suspect. Là encore, il se disait que sans doute avec une récompense, quelqu'un allait enfin parler, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été le calme total, il ne s'est rien passé. Ça fait que l'année d'après, en 2015, ils ont augmenté la récompense, ils ont offert 27 000 $, mais là encore, il n'y a rien eu. À ce moment-là, les enquêteurs ont alors décidé de partager le plus possible les photos de la couverture et du rideau retrouvés près du corps d'Amy en espérant que quelqu'un puisse les reconnaître. Selon eux, si quelqu'un savait à qui ça appartenait, ça pourrait définitivement mettre fin à toute cette enquête. Mais encore une fois, comme d'habitude, eh bien, personne ne va parler et rien ne va avancer. Mais en 2019, il va y avoir du nouveau dans cette enquête et je pense qu'il va y avoir la plus grosse progression qu'il n'y a jamais eu. À l'occasion du 31e anniversaire de la découverte du corps d'Amy, une femme qui a tenu à rester anonyme, donc appelons-la Lucie, a appelé la police. Au téléphone, elle va alors expliquer qu'à l'époque, au moment de la disparition d'Amy,
eh bien, elle avait un petit ami qui s'appelait Dean Runkle et qui était, selon elle, un suspect plus que probable dans l'affaire du meurtre de la petite Amy. Elle a alors dit que la nuit de la disparition d'Amy, Dean avait eu un comportement très étrange. Alors, tout d'abord, elle va expliquer qu'à l'époque, elle et Dean vivaient ensemble à environ 1,5 km de Bay Village Square, donc le centre commercial où Amy a disparu. Elle dira également que la nièce de Dean était dans la même classe qu'Amy. À ce moment-là, eh bien, Dean avait un petit travail dans la ville de Bay Village, mais bizarrement, la nuit où Amy a été enlevée, Dean n'est pas rentré à la maison après son travail. D'ailleurs, Lucy précisera que ça ne lui ressemblait pas du tout. Normalement, il avait une vie tranquille, il allait au travail, puis il rentrait à la maison. Mais Lucy dira également que vers 22h ce soir-là, Dean l'avait appelé et lui avait demandé si les médias avaient parlé de la petite Amy Mihaljevic. Évidemment, là, Lucy ne savait pas du tout de quoi il parlait, elle ne savait pas qui était Amy, et donc elle va dire que non, les médias n'avaient absolument pas parlé d'une certaine Amy. Après ça, eh bien, Dean lui a dit au revoir et il a tout simplement raccroché, ce qui était très bizarre. Mais voilà, vers 22h30, 23h, Lucy va enfin voir les premiers articles de journaux concernant la disparition d'une certaine Amy. Il faut savoir que c'est réellement à cette heure-là que l'information est sortie. Donc au moment où Dean a demandé à Lucy s'il y avait quelque chose à propos de Amy, personne, à part ses proches, n'était encore au courant de sa disparition. Ça veut donc dire que Dean était au courant avant tout le monde. Donc ça, c'est déjà extrêmement étrange, mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Lucy dira également qu'à l'époque, Dean ressemblait étrangement au portrait robot qui avait été fait du suspect. Elle dira également que bizarrement, eh bien, Dean s'était rendu plusieurs fois dans le comté d'Ashland, donc comté où justement le corps d'Amy a été retrouvé. Lucy dira aussi que Dean roulait à l'époque avec une voiture Oldsmobile de couleur dorée et en se renseignant sur le modèle, les enquêteurs ont alors su qu'elle avait été commercialisée par l'entreprise General Motors et que justement à l'intérieur, il y avait ce fameux tapis doré et beige dont les fibres ont justement été retrouvées sur le corps d'Amy. Avec ça, ça faisait déjà énormément de preuves contre Dean, mais les enquêteurs vont se rendre compte que Dean avait également travaillé au Lake Erie Nature and Science Center, donc l'endroit où chaque petite fille qui avait été appelée par un homme s'était rendue et avait justement donné son numéro de téléphone fixe. Aussi, en enquêtant encore un peu plus, les enquêteurs vont retrouver un rapport de l'époque. Deux personnes qui disaient justement avoir vu Dean dans la zone où le corps d'Amy a été retrouvé le jour exact où il a été retrouvé. En fait, il faut savoir qu'au moment de la découverte du corps, un officier de police avait été chargé de noter le numéro de plaque de chacune des voitures qui passaient à proximité du champ. S'il avait été chargé de ce travail, c'était parce que justement les enquêteurs savaient que parfois, eh bien, un tueur revenait sur les lieux où il avait déposé le corps de sa victime. C'est donc grâce à ça que les enquêteurs d'aujourd'hui avaient pu constater que la voiture de Dean avait été référencée dans les voitures qui étaient passées à proximité du champ au moment de la découverte. Mais attendez, parce que vous n'êtes toujours pas au bout de vos surprises. Quelques jours après l'appel de Lucy et donc quelques jours après que l'enquête sur Dean a été lancée, la police a eu la surprise de le voir entrer seul au poste de police. Il s'était alors avancé au comptoir et il avait demandé à parler à un enquêteur. Il avait ensuite fait des déclarations très étranges sur le meurtre d'Amy et même sur Margaret, la mère d'Amy. Il dira alors qu'il la connaissait et qu'il avait justement travaillé avec elle. Par contre, juste après, il va se contredire parce qu'au final, il dira que s'il la connaissait, c'est parce qu'il l'avait rencontrée dans un bar et pas parce qu'il avait travaillé avec elle. Donc clairement, tout ce qu'il disait était assez flou. Il a également affirmé que s'il avait déjà parlé à la petite Amy au téléphone, c'était parce qu'il pensait parler à sa mère, Margaret. Et puis il dira que sinon, s'il avait encore une fois parlé à Amy au téléphone à un autre moment, c'était sans doute parce qu'il s'était trompé de numéro. Tout ce qu'il va dire va être très décousu, il va donner un peu des justifications comme ça sans qu'on lui demande. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère que ça reste clair pour vous. Mais en tout cas, Dean va continuer à se confier aux enquêteurs et il dira qu'en 1989 et en 1990, il avait vécu des périodes très sombres dans sa vie, mais c'est tout. Il dira rien de plus par rapport à ça. Les enquêteurs vont alors lui poser quelques questions, notamment par rapport à sa voiture, et ils lui demanderont si Amy était déjà montée dedans. Là, par rapport à ça, Dean va répondre une phrase assez étrange qui veut pas dire grand-chose,
Mais voilà ce qu'il a répondu. Possible, mais je ne sais pas quelle aurait été la situation. Donc voilà, c'est très bizarre, c'est comme s'il avait voulu dire que oui, c'est possible qu'elle soit déjà montée dans sa voiture, mais qu'il ne sait pas vraiment à quelle occasion ça aurait pu être le cas. Mais bon, clairement à ce moment-là, les enquêteurs ont eu l'impression que Dean essayait un petit peu de s'amuser avec eux. Et puis c'est comme s'il essayait de couvrir ses traces, mais sans vraiment donner plus d'informations. D'ailleurs, à un moment donné, les enquêteurs vont demander à Dean s'il était possible que son ADN figure sur les preuves recueillies sur le lieu du crime, et à ça, Dean a répondu « Ouais, il est possible que mon ADN pourrait être présent sur certains objets trouvés sur la scène de crime. Mais si c'est le cas, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a planté là. » Donc là encore, ce sont des aveux sans l'être réellement. Il avoue que oui, c'est possible, mais il assure un peu ses arrières. Donc voilà, on voit à peu près à quel jeu il est en train d'essayer de jouer avec les enquêteurs. En tout cas, le lendemain, les enquêteurs ont alors tenu à continuer l'interrogatoire et là, ils vont demander à Dean de leur fournir son ADN. Je précise qu'il était totalement en droit de refuser, mais Dean a accepté et en plus de ça, il a donné son accord pour passer le test du polygraphe, donc en soi le détecteur de mensonges. D'ailleurs, il avait l'air assez sûr de lui, assez sûr qu'il allait réussir, mais au final, eh bien, il a totalement échoué le test, ce qui le rendait d'ailleurs bien plus suspect. Mais bon, je le précise aussi, eh bien, le résultat du test du polygraphe ne peut pas servir de preuve légale au tribunal, ça sert juste d'indication aux enquêteurs. En tout cas, en fin de journée, les enquêteurs ont demandé à Dean s'il pouvait fouiller sa maison et Dean a accepté. Il était donc censé revenir le lendemain pour signer les documents qui autorisaient donc les enquêteurs à fouiller sa maison. Aussi, il avait donné son accord pour que la police fouille son unité de stockage. Je sais pas si vous voyez, vous avez déjà vu dans les films peut-être, c'est vraiment des gros garages comme ça qu'on loue et dans lesquels on entrepose pas mal de choses. Ça sert un peu, oui, de grenier, de garage à ceux qui n'en ont pas. Donc voilà, Dean en avait un et il avait accepté que les enquêteurs le fouillent lui aussi. Mais bon voilà, et bien le lendemain, Dean n'est pas revenu au poste de police. Malgré tout, les enquêteurs ont tout de même réussi à obtenir un mandat et ont commencé à fouiller son unité de stockage. On sait que là-bas, ils ont perquisitionné pas mal d'objets qui pourraient peut-être avoir un lien dans la disparition d'Amy, mais on n'en sait pas vraiment plus. Mais donc voilà, aujourd'hui on est en 2024. Dean a maintenant 66 ans et n'a toujours pas été arrêté par la police à cause d'un manque de preuves contre lui. Évidemment, la police espère vraiment un jour arriver à rassembler assez de preuves solides pour pouvoir l'arrêter et pour pouvoir obtenir justice pour Amy, mais également pour sa famille. Personnellement, je me pose une question, c'est qu'on a eu l'ADN de Dean et je me demande pourquoi il n'a pas été comparé à l'ADN des cheveux qui avaient été retrouvés. Je sais qu'à l'époque, sans le bulbe du cheveu, on n'arrivait pas à retrouver l'ADN, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Grâce aux avancées, on peut retrouver l'ADN de quelqu'un sans le bulbe du cheveu. Donc, est-ce que ça a été testé? Est-ce que les résultats sont gardés secrets? Je ne sais pas. Sinon, pour ce qui est de la famille d'Amy, il faut savoir que ses parents ont divorcé 2 ans après son meurtre. Toute cette situation a malheureusement créé beaucoup de problèmes dans le couple et Margaret a, elle, malheureusement développé des problèmes d'addiction à l'alcool. Au final, Margaret est décédée en 2001 à l'âge de 54 ans suite à un lupus et pour ce qui est de Mark, le père, je ne sais pas vraiment ce qu'il est devenu. Je ne sais pas non plus ce qu'il en est de Jason, j'ai pas eu plus d'informations par rapport à ça, donc Jason qui était le grand frère d'Amy. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que lui a réussi à se reconstruire sans sa sœur. J'espère aussi que Mark, son père, s'en est un peu mieux sorti. Voilà, c'est vraiment une triste histoire et j'espère tellement qu'un jour on arrivera à savoir qui est réellement coupable. Moi personnellement, je trouve que Dean est comme le parfait suspect. Je me dis que c'est fort possible que ce soit effectivement lui qui soit à l'origine de tout ça, mais à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me partager vos théories, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!